Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Carnopolitis. L'émission traitera de sujets divers et variés, allant de l'économie à la politique, de la culture au sport et du social à la santé. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir sur Carnopolitis le président de l'Observatoire national de la démocratie, qui est une organisation de la société civile qui, comme son nom l'indique, scrute avec attention le développement du processus démocratique au Gabon et qui en révèle aussi bien les manquements que les avancées dans le but de favoriser de meilleures assises au jeu démocratique dans le pays. À quelques mois de la tenue de la prochaine présidentielle, quel est l'état de l'échiquier politique au Gabon? Quelles peuvent être les solutions à la crise politique reconnue par l'ensemble des acteurs? Que dire des crises observées au sein des plus grandes formations politiques gabonaises? Autant de questions que nous allons se lever ce soir. Mais pour tout comprendre, laissons venir sur ce plateau Dieudonné Milama Mitogo, président de l'Observatoire national de la démocratie. Monsieur Milama Mitogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau et merci d'avoir si promptement accepté notre invitation. Comment se porte l'Observatoire national de la démocratie, votre organisation de la société civile? L'Observatoire national de la démocratie se porte très bien. Vous savez, comme vous venez de le dire, nous suivons l'actualité politique au Gabon et nous participons énormément à l'avancée de notre démocratie. Pour preuve, cette semaine, c'est-à-dire dimanche, nous venons de former encore une soixantaine de jeunes Gabonais sur la démocratie. Nous sommes en train de nous préparer pour 2016 et pour cette raison, on s'était donné un objectif important, c'est-à-dire non seulement impliquer les jeunes, mais amener les jeunes à jouer un rôle prépondérant dans le but de réduire le taux d'abstention. Vous savez, les jeunes ne votaient plus assez et l'Observatoire travaille énormément. Nous venons de mettre en place un réseau de jeunes observateurs en place. Il y a une Ligue nationale de la jeunesse qui est en train d'être mise aussi en place. Donc, ces deux organes vont nous permettre d'atteindre le maximum de Gabonais pour amener ces derniers non seulement à établir les cas d'identité et puis à se préparer pour aller s'inscrire dans les liste électorale, de telle sorte que nous visons une participation de 80% lors des prochaines présidentielles. Donc l'Observatoire est en activité et se porte bien. Alors vous êtes un observatoire pour la démocratie, et pourtant de nombreux observateurs disent de vous que vous ne favoriseriez pas de changement à la tête de l'organisation que vous dirigez. Depuis combien d'années vous êtes président de cette ONG? Au fait, nous avons des mandats de 5 ans, dont mon mandat, au départ, nous avions eu un mandat provisoire jusqu'en 2011. Nous avons actuellement un mandat qui va s'acheter en 2016. Donc en 2016, je vais partir de l'Observatoire. On ne va pas assister à quelque chose à la burundaise? Ah non, on n'a pas besoin de ça. Je ferai bien autre chose. Alors quels sont les mécanismes qui doivent favoriser et garantir une démocratie dans un pays de votre point de vue? Vous savez, la démocratie se nourrit par les alternances. Si vous n'avez pas d'alternance, je crois que la démocratie n'existe pas. Parce qu'il faut que des processus électoraux permettent de pouvoir arriver aux alternances pour que le peuple puisse soit sanctionner, soit congratuler ceux qui dirigent. Si le processus est fait de telle sorte qu'il n'y a pas d'alternance, je crois que la démocratie n'existe pas. Et au Gabon, c'est vrai que c'est un plan... C'est sur un plan national que vous avez répondu, mais au Gabon, en ce qui concerne les organisations non gouvernementales qui sont dans d'autres organisations plus fédératives, il y a souvent eu ce problème d'alternance, de démocratie dans la direction de ces ONG. On l'a vu dans, je crois, Publier ce que vous payez ou dans d'autres organisations de ce type-là. Est-ce qu'effectivement, il faut que la société civile gabonaise, du moins les animateurs de cette société civile, montrent la voie pour que le Gabonais lambda, puisque nous parlons du Gabon, puisse effectivement connaître ce que c'est que le jeu démocratique, ce que c'est que l'alternance, ce que c'est que le respect de la démocratie. Mais il faut comprendre que parfois on crée des problèmes à l'intérieur des organisations de la société civile parce que
au fait, au niveau de plus que vous payez, il y a une crise. Les politiques veulent toujours contrôler la société civile. Je ne pense pas qu'il y ait eu un problème vraiment important, mais je crois qu'il y a eu un problème qui a été créé. Je crois la personne qui animait le public que vous payez, son mandat était en train d'arriver à sa fin, il fallait mettre en place des processus pour organiser les élections. Il y a une frange des Gabonais qui se sont levés et qui ont essayé de faire un bras de fer. Vous savez, les politiques, de part et d'autre, essaient toujours de contrôler, aussi bien les syndicats que les ONG, dont c'est ce qui arrive souvent. On peut monter un groupe pour essayer de déstabiliser un autre, ça n'a rien de démocratique, c'est simplement un jeu politique. Donc je ne pense pas qu'au niveau des organisations de la société civile, les gens ne veuillent pas quitter, non. Il arrive aussi qu'il y a des organisations très jeunes, qui vivent souvent grâce au leadership de leurs responsables et qui, parfois, les membres peuvent plusieurs fois leur laisser le temps de renforcer les capacités, de structurer les organisations pour que les organisations petit à petit devenir des organisations solides. Notre société civile, elle est jeune. Et nos organisations sont encore très jeunes, sont en pleine formation. Je vous dis que nous formons au niveau de l'Observatoire aujourd'hui. Moi, je serais heureux de voir un des jeunes étudiants que nous sommes en train de former prendre ma place en 2016, peut-être en 2015, peut-être que je partirai plus tôt. Donc, je pense que nous formons les jeunes. Il faut qu'ils soient capables de gérer ces organisations. Nous n'avions pas une culture de société civile avant, elle est neuve chez nous, elle est nouvelle, et nous sommes en train de la renforcer par le renforcement de la capacité. Et donc, comme certains chefs d'État de l'Afrique, vous êtes sur le grill, vous attendez à une élection en 2016. Est-ce que vous craignez quelque chose? Est-ce que sur le plan, ne serait-ce que du bilan que vous auriez à dresser, vous avez quelque chose à craindre? Non, je ne pense même pas que je reviendrai. Je crois que les jeunes doivent prendre cette structure. Nous sommes en train de former les jeunes qui vont continuer. Je suis en train de montrer la voie. C'est la première fois qu'on a un observatoire national de la démocratie dans notre pays. On jette les bases, on renforce le jeu, on fait connaître l'institution, on essaie d'ouvrir l'institution au financement au niveau international. Et après, on forme des jeunes pour gérer. Et vous êtes financé par qui? Parce que ça, on le sait, il est toujours reproché aux organisations non gouvernementales de jouer le jeu, par exemple, de l'Occident, des pays occidentaux, de la France notamment, pour regarder comment les choses se passent dans les pays africains de façon plus précise. Vous savez, nous n'avons pas de financement au niveau local, vous pouvez le comprendre. Donc nous allons chercher les financements là où les financements se trouvent. Ça peut être au niveau des fondations. Il y a certains États comme les États-Unis qui, par un certain nombre de mécanismes, appuient nos organisations. Il y a aussi des institutions comme l'Union européenne, comme surtout qui viennent en aide à nos organisations. Donc, où on va trouver les financements au Gabon. Et en plus de ça, il faut dire qu'il y a des bonnes volontés. Parfois, les responsables des organisations financent jusqu'à 50% les activités des organisations. C'est ça la fragilité de nos organisations aujourd'hui. Au niveau national, nous avions un programme Progreyan qui était un programme qui devait renforcer les capacités des acteurs de la société civile, mais qui malheureusement n'est pas arrivé à son terme de façon assez normale, parce qu'il y a eu tellement de petites crises. La société civile voulait une deuxième phase de ce programme, mais ça a été arrêté. Donc pour le moment, il n'y a aucune organisation au niveau du Gabon qui finance la société civile. Donc, pour vivre, soit ce sont les membres qui le font, parfois 80%, soit vous avez la chance que les États-Unis, la France, l'Union européenne, ou bien les Nations Unies vous sponsorisent, donc vous financent. Enfin, c'est la réalité. Alors, l'Observatoire national de la démocratie roule pour le pouvoir en place, c'est ce que disent de nombreux observateurs, et c'est ce qui ferait brûler le torchon entre votre ONG et un certain nombre d'autres ONG. Confirmez-vous cette assertion? Non, je ne pense même pas qu'il y ait un torchon qui brûle, c'est encore une fiction, parce que je n'ai pas encore eu une crise là-dessus. Mais vous savez, l'Observatoire national de la démocratie a un rôle central à jouer. Vous savez, je vais vous dire, en 2011, quand M. Mbobam nomme son gouvernement, l'Observatoire national s'est saisi du dossier et demande un dialogue entre tous les acteurs politiques. Dans tous les cas, on va en arriver là. Oui, c'est justement. C'est pour dire que, au fait, le processus politique que nous mettons en place au Gabon est l'œuvre de l'Observatoire national de la démocratie. La différence entre l'Observatoire et les autres ONG, c'est qu'il y en a qui sont pro-pouvoir et il y en a qui sont pro-opposition. Donc, à chaque fois que vous prenez une position,
soit c'est l'opposition qui crie contre vous, soit c'est le pouvoir qui crie contre vous. Mais si certaines ONG se mettent totalement derrière un candidat à une élection, mais l'Observatoire ne peut pas le faire. Nous, on regarde le jeu démocratique, nous ne regardons pas, nous ne sommes pas là pour soutenir les acteurs. Nous disons les choses telles qu'elles doivent être dites. Mais qu'on n'amène pas le président de l'Observatoire attaquer un camp. Non, nous attaquons les principes quand les principes ne répondent pas, ne correspondent pas aux normes démocratiques. Donc il peut y avoir des interprétations. Tout le monde aurait bien voulu que le président de l'Observatoire s'assoie derrière pour lui dire allez-y devant. Non, l'Observatoire n'est pas là pour ça. L'Observatoire, c'est pour que le jeu se joue bien. Il arrive des moments que l'opposition ne joue pas très bien, il faut qu'on le dise. Ou bien que la majorité ne joue pas très bien, il faut toujours qu'on le dise. Je pense que personne ici, au niveau de l'Observatoire national de la démocratie, nous n'avons pas de camp politique, nous ne soutenons aucun camp, nous soutenons la démocratie, nous soutenons les aspirations du peuple gabonais. Et c'est pour cette raison que le mémorandum que nous avons eu à faire est vraiment le début, la Bible de la situation politique du Gabon, avec des solutions qui sont concrètes que nous avons exposées à tout le monde. Dieudonné Milama, nombre de vos détracteurs justifient cette allégation au travers de votre poste de consultant dans une grosse multinationale basée à Libreville, au Gabon. D'aucuns diraient que vous avez eu la chance de faire partie de cette multinationale, du moins de devenir consultant, parce qu'effectivement, vous aviez des atomes crochus avec le pouvoir en place. Non, moi je vais restituer l'histoire. Je suis d'abord un gros développeur, je suis évaluateur de projet, j'ai une certaine expertise. Je travaille depuis 21 ans. J'ai commencé tout jeune au FIDA, j'ai travaillé pour le FIDA, le Fonds international de développement agricole, j'ai travaillé pour d'autres institutions internationales comme la FAO, comme le réseau des aides pour le RAPAC, le réseau des aides protégées d'Afrique centrale, j'ai fait des études pour la BAD. Au fait, j'ai une expertise reconnue. Mais moi, je travaille comme consultant, effectivement, j'ai travaillé pour d'autres entreprises, j'ai travaillé pour des projets au Gabon. J'ai travaillé comme consultant, d'après les détracteurs, entre guillemets, depuis 2010. Et je vous dis, en 2011, en 2010, je suis consultant parce que dans ma vie civile, je dois travailler. Et je peux travailler pour aussi bien les institutions nationales, les institutions internationales, les entreprises à cause de mon expertise. Mais en 2011, quand il y a la crise politique, c'est moi qui prend la responsabilité de poser le problème du dialogue. C'est moi qui élabore ce qu'on appelle le mémorandum de la société civile. Et c'est moi qui prépare en réalité la rencontre de Paris entre l'opposition et la majorité. C'est moi qui prépare le retour de Mbemba au Gabon, c'est moi qui négocie ces conditions de sécurité et toutes ces choses. Vous pensez que quelqu'un qui est dans le crochet avance jusqu'à ce niveau-là? Non. C'est moi qui amène, qui débute le processus du boycott des élections législatives. Les détracteurs, ils n'ont qu'un argument. Parce que ce sont des faits concrets. Il y a certains de mes détracteurs qui n'étaient pas pour cela, mais qui sont venus nous trouver dans le combat après. Donc moi, je reste cohérent. Je suis un homme libre. Il y a des preuves, comme je vous le dis. C'est moi qui déclenche tout le processus qui arrive aujourd'hui. Sauf que je reste droit et honnête avec les Gabonais. Je reste droit et honnête avec les Gabonais. Je n'ai aucune raison de ne pas rester dans la vérité. Si un jour... Et la vérité par rapport à cette société multinationale, c'est qu'il fallait que vous travailliez là-dedans? Mais écoutez, moi je ne vois pas de mal à ce que je travaille pour une société, que je sois consultant pour une société, pour une institution, pour un pays. Les gens qui font ces détracteurs, il y en a par exemple, certains d'entre eux qui ont attaqué des sociétés et qui le soir ont eu des contrats des sociétés. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Je suis un homme juste et honnête. Naturellement, effectivement, on a vu un certain nombre de leaders de la société civile, hein, effectivement, vous faites bien de le préciser, de le souligner, qui effectivement ont signé des contrats de travail avec
avec les sociétés qui n'étaient véritablement plus en odeur de sainteté avec la population, ici à Libreville. Mais pour ce qui est de cette société multinationale, effectivement, on a dit que les conditions dans lesquelles elle est arrivée au Gabon n'étaient pas très bien comprise par l'opinion nationale et qu'il est difficile de comprendre aussi que Dieudonné Milamami Togo, qui est un observateur de la démocratie, puisse travailler pour cette société. Mais la société n'est pas venue faire de la démocratie au Gabon, que je sache. Elle ne rentre même pas dans le processus démocratique. C'est un opérateur économique privé, comme Comilog, comme Comuf, comme Total, où les Gabonais, dans lesquels les Gabonais travaillent, comme Evega, comme Siad Gabon. La grande question, c'est que pourquoi on attaque cette société? Vous avez la réponse? Je vais être clair avec vous. Vous savez, les ONG ont une faiblesse, c'est d'être financées de l'extérieur. Vous savez, M. Carlo, on peut vouloir vous attaquer au Gabon, mais on ne peut pas le faire. Mais on trouvera quelqu'un pour vous attaquer au Gabon. Vous comprenez? Je vais peut-être expliquer aux Gabonais quelque chose. Vous savez, il y a un combat dans le monde sur l'huile de palme. Il y a certaines, au niveau de l'Europe, vous savez que l'huile de palme est produite dans les zones tropicales. Ça n'est pas produit en Europe. On appelle actuellement l'or rouge. Vous savez que une tonne d'huile de palme coûte 20 fois plus cher qu'un baril de pétrole, 80 fois plus cher qu'un baril de pétrole aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux purement économiques qui n'ont rien à voir avec le Gabon. Il faut que les Gabonais le comprennent. Mais il arrive que certaines structures en Europe financent certaines ONG en Europe, qui financent certaines ONG en Afrique. Mais ces structures qui sont en Europe, qui financent certaines ONG européennes, sont parfois des entreprises. Dans le cas de l'huile de palme, c'est parfois des entreprises qui produisent de l'huile de colza ou bien d'autres types d'huile en Europe. Mais au niveau de la compétition internationale, il arrive que 56% de l'huile consommée dans le monde, c'est l'huile de palme. Ça gêne certaines entreprises en Europe. Pour torpiller ces entreprises en Afrique, il y a des mécanismes de financement en passant par certaines ONG européennes qui financent certaines ONG africaines juste pour torpiller les entreprises qui sont en Afrique que ceux-là voudraient bien torpiller. C'est simplement ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce sont des envoyés, ce sont des chiens, pas en termes, on fait des chiens méchants, qu'on dit allez-y, attaquer. Mais pourquoi ils attaquent? Parce qu'ils sont financés par des ONG qui, eux, ils sont financés par la personne qui Mais en même temps, on peut aussi voir la réalité sur le terrain. Quand on de la culture de l'EVA, par exemple, oui. Qui ne favoriserait pas d'autres cultures autour d'elle, ça pose quand même problème pour les populations rurales. On a vu un député du parti au pouvoir qui s'est complètement érigé contre cette société. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, l'EVA, vous comprenez, vient de la forêt. Hein? Ce n'est pas une fiction. C'est une plante de la forêt que les ingénieurs ont eu à travailler et en faire un arbre domestiqué. Est-ce que quelque chose qui vient de la forêt peut détruire la forêt? Non. Il y a que, moi, au moment où il y a eu le problème de cette histoire des VIA, moi j'avais demandé un débat. Personne n'est venu. Pourquoi? Parce que des ingénieurs confirmés savent que ce n'est pas vrai. Je vous dis que le problème n'était pas les VIA. Le problème c'est le palmier à huile. Mais ceux qui ont mené le combat, le député en question, on s'est rencontrés, c'est un frère, je crois bien que... ils ont compris qu'ils étaient sur une route qui n'était pas vraie. L'EVA ne détruit pas. Vous savez, allez-y dans la zone de Yolentem, depuis 1981, il y a la société qu'on a appelée Evega, qui s'est installée, qui a fait de l'EVA. Aujourd'hui, les planteurs les plus riches du Yolentem sont les EVA-culteurs. Donc, au fait, c'était une fausse idée parce qu'on voulait attaquer la société. Mais posez-vous la question aussi. Vous connaissez Siad Gabon? C'est une entreprise européenne. Pourquoi on ne l'attaque pas? Siad plante l'EVA,
et le palmier à huile. Vous comprendrez. Fin de cette première partie. Je vous rappelle que je reçois Dieudonné Milama Mitogo, président de l'Observatoire national de la démocratie. On se retrouve dans quelques secondes. Deuxième partie de cette émission qui concerne des questions africaine. Monsieur Dieudonné Milama Mitogo, le président soudanais, a été quelque peu apostrophé par la justice sud-africaine lors du dernier sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Il avait notamment été interdit de sortie du territoire en raison de 2 mandats d'arrêt émis par la CPI. Quel est votre point de vue là-dessus, sur le fait que Omar El-Béchir ait été interpellé, ne serait-ce que de façon administrative, par la justice sud-africaine pendant cette grand-messe des chefs d'État africains? En fait, je crois que la justice sud-africaine a montré son indépendance par rapport au pouvoir politique. C'est quelque chose de très important. Vous savez, quand la justice est sous l'ordre du politique, il est difficile que les citoyens trouvent leur compte. Et la justice sud-africaine a montré la grande indépendance de cette justice, que je salue, parce que M. Omar El-Béchir est en odeur assez difficile avec la communauté internationale pour un certain nombre de crimes qu'on lui reproche. Je trouve que je félicite l'initiative de la justice sud-africaine. Je ne veux pas être un africaniste pour être un africaniste. Je pense que nos présidents doivent respecter les peuples. Je pense que quand on est président de la République, on n'est pas là pour assassiner ses compatriotes. On n'est pas là pour réduire à néant ses opposants. Et pour le moment, parfois, c'est la CPI qui est peut-être du côté du peuple. Est-ce que la CPI est véritablement du côté du peuple africain, si on ne voit devant la barre de la CPI que les chefs d'État africains? Mais pourquoi ne pas voir d'autres chefs d'État qui ont commis des crimes contre l'humanité défiler à la CPI? On n'en a jamais vu. Comment justifier cela? Comment vous comprenez cela? Nos démocraties sont peut-être les plus mauvaises actuellement dans le monde. Vous comprenez? Et nous avons des chefs d'État qui peuvent décider de détruire, de décimer les peuples. Et c'est pour ça que moi je trouve que, bon, en Europe, c'est pas évident qu'on va trouver cela de façon très visible. Mais en Afrique, il s'agit des guerres, il s'agit des génocides, il s'agit des gens qui décident à un moment donné de détruire leurs propres compatriotes, les citoyens de leur pays. Et le rapport de force est toujours très difficile. Vous ne pouvez pas opposer des armées à des peuples qui viennent avec des menus. Ce qui se passe au Burundi, ça va finir comment? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça, nous avons des chefs d'État qui ne veulent jamais quitter là et qui sont prêts à tout pour détruire le peuple, pour tuer les oppositions, pour rendre le peuple muet. Donc, on va aller chez qui? L'Union africaine. Alors, voilà. La CPI, finalement, le fonctionnement de la CPI, pour vous, il est normal aujourd'hui, quand on voit bien que, comme je l'ai dit tantôt, on ne voit défiler devant la barre de la CPI que les chefs d'État... Macky Sall n'ira pas à la CPI, par exemple. Mais George Bush pouvait aller à la CPI. Mais il faut que quelqu'un porte plainte. Mais je dis, Macky Sall n'ira pas à la CPI. Oui, il n'ira pas à la CPI. Quand on regarde en Afrique, Macky Sall n'ira sûrement pas à la CPI. Je ne pense pas que Macky Sall puisse aller à la CPI. C'est un démocrate. Les gens savent ce qu'ils ne doivent pas faire pour ne pas aller à la CPI. Goodluck Jonathan, il vient de partir tranquillement. Il a été battu, il a reconnu sa défaite, il est parti. Il n'ira pas à la CPI. On peut en citer aussi des Africains comme ça. Je ne pense pas qu'un démocrate africain, on viendra le chercher pour l'amener en prison ou bien pour le juger. Non. Ce sont ceux qui utilisent la force contre le peuple. Mais le peuple a quel recours en Afrique? Et dans ce cas, comment justifiez-vous le fait que Omar El-Béchir soit finalement parti d'Afrique du Sud? Il se trouve aujourd'hui au Soudan. Chez lui, il ne s'est inquiété de rien du tout. Mais c'est-à-dire la justice africaine a montré son indépendance et la limite de ses pouvoirs. De ses pouvoirs, c'est tout. Mais le message était fort.
Très bien. Sur un plan économique, les dirigeants de l'Union africaine ont plaidé pour que l'institution ait une autonomie financière. Est-ce que vous pensez que c'est possible quand on sait que la plupart des pays africains ont du mal à payer leurs cotisations à l'Union africaine? Je crois que c'est un leurre. C'est un leurre. Toutes les institutions africaines sont pratiquement financées par des fonds extérieurs. Regardez la CAC. C'est parce que l'Union européenne met de son argent que cette institution fonctionne. Alors, quelle est la solution à ce problème dans ce cas-là? Mais c'est le manque de sérieux de nos dirigeants, de nos États. Comment vous concevez qu'à chaque fois, les pays africains sont incapables de dégager un taux, un pourcentage de leur budget pour faire financer les institutions? À partir du moment où l'institution est financée de l'extérieur, cette institution n'a aucune indépendance. Quel pouvoir politique va avoir l'Union africaine quand on sait que peut-être 60% de son budget lui provient de l'Union européenne? Et donc c'est ce qui justifie un peu le comportement d'un certain nombre de chefs d'État occidentaux, notamment Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait ordonné l'arrestation de Muammar el-Kadhafi, qui n'avait pas été accepté par l'Union africaine, parce que l'Union africaine était restée sur une position de négociation, de dialogue avec Muammar el-Kadhafi, mais les Européens, eux, ont lancé des avions sur ce chef d'État africain. Donc c'est ce qui justifie le fait qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur le continent africain. Moi, je crois que l'Union africaine doit d'abord se renforcer. Il faudrait que les Africains soient sérieux. Que les présidents, si l'Union africaine doit avoir une indépendance politique, il faut d'abord avoir une indépendance financière. Je sais que nous avons suffisamment d'argent en Afrique pour financer ces institutions, mais la volonté n'y est pas. Et en plus de ça, il faut que l'Union africaine se démocratise. Vous comprenez? Qui représente réellement les peuples? C'est une union des peuples ou une union des chefs d'État? Quand vous regardez l'Union européenne, c'est une union des peuples, puisqu'il y a un Parlement européen, il y a un vote qui se fait au niveau de chaque pays, il y a les députés qui, eux, ils vont aller voter des responsables qui dirigent cette union. Mais l'Union africaine, qui vote? Qui représente qui? Bon, entre l'Union africaine et l'UA, il n'y a pas un changement important. Et en plus, qu'est-ce que l'Union africaine fait pour le développement de nos pays, pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les épidémies? Pratiquement rien. Donc les Africains eux-mêmes ne sentent pas l'implication de l'Union africaine. Je crois qu'il faut une réforme globale. À partir du moment où l'Union africaine sera une union des peuples, je crois que cette union aura une force. Les Européens qui sont en face nous savent que conglomérat de chefs d'État, parfois des dictateurs, des autocrates, qui sont là pour préserver leur et qui ne pourront pas prendre souvent des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des uns et des autres. Donc il faut un Parlement africain. Mais je crois qu'il faut partir du début. Il faut un Parlement, il faut la désignation de la personne qui gère, que ça se fasse de façon démocratique. Il faut que le peuple soit impliqué dans tout le processus. Après, il faut que l'Union africaine devienne aussi un acteur de développement, à côté d'être un acteur politique. Si au niveau des sous-régions, on n'arrive pas à créer ce genre de plateforme, il sera difficile de créer cette plateforme supra... Je crois que la CEDEAO a commencé quelque chose de très important. Ils sont suffisamment évolués. La CODESA aussi. Bon, moi, je crois que c'est au niveau de l'Afrique centrale que les choses piétinent encore. Mais je pense que si les chefs d'État veulent le faire, ils le feront. S'ils veulent le faire, mais nous avons d'abord la difficulté de faire foncer des institutions nationales, de la qualité des responsables de ces institutions et des orientations politiques et de la gouvernance qui est encore très très difficile chez nous. Je pense qu'il est important que nous commencions dès le départ pour avoir une institution beaucoup plus forte. Voilà. Fin de cette deuxième partie de Carnot Politis, nous évoquions donc les questions liées à l'actualité en Afrique et on a eu le point de vue de Dieudonné Milama Mitogo, président de l'Observatoire national de la démocratie.
C'est d'actu. Le Parti démocratique gabonais vient de voir la création en son sein d'un mouvement qui s'apparente beaucoup à un éloignement de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Pensez-vous qu'il y ait péril en la demeure PDG aujourd'hui? Je crois que le PDG n'a pas pu faire ça mieux. Je crois que le président n'a peut-être pas pu affronter les classiques du PDG qui ont maintenu cette formation politique dans un état, je dis, d'autocratie. Et que peut-être c'est une des manœuvres aussi pour essayer d'avoir une formation beaucoup plus vivante. Le PDG aujourd'hui, c'est une formation, je le disais, nous on avait fait le rapport après les dernières élections, que le PDG ne peut plus proposer quelque chose d'important au peuple gabonais. Il n'y a plus de vie dans ce parti. Bon, et la preuve c'est qu'on ne voit pas l'impact de ce parti dans ce qui se passe au Gabon. On voit bien que le PDG est majoritaire à l'Assemblée nationale, que le PDG est majoritaire dans les institutions dirigeantes. Quel impact voulez-vous avoir de la part d'un parti qui se dit un parti de masse et qui, à chaque élection, présente un candidat sur tous les sièges du territoire national? Il faut d'abord comprendre que c'est un parti État. Qui est parti unique, parti du président, parti qui gère les institutions, et avec le système électoral que nous avons, que tout le monde reconnaît être un système qui favorise... un système poreux. Oui. Bon, vous comprenez que gagner une élection, ce n'est pas forcément parce qu'on est arrivé en tête. Donc moi je pense qu'actuellement le PDG a la majorité parce qu'il y a eu l'opposition dans le parti de l'élection 2011. Et la dernière élection, nous on a fait une étude qui montrait que le PDG a regroupé 36% de l'électorat. Quand on a tous les leviers du pouvoir et qu'on n'a que 36%, c'est un signal fort que la population a lancé au PDG lors des dernières locales. Alors aujourd'hui, le PDG est en train de se réorganiser. On a vu il y a quelques semaines la création d'un mouvement des Gabonais pour Ali Bongo Ondimba, donc le Mogabo, qui semble faire le contrepoids au parti. C'est vrai que les tenants de cette association disent le contraire, mais on voit bien que depuis le lancement de ce mouvement, les caciques ne se signalent pas, ne se signalent dans aucune conversation, aucune causerie politique, aucun meeting organisé par le Mogabo. Bon, mais ils ne sont pas du Mogabo, sûrement ils ne sont pas membres du Mogabo, pourquoi ils viendraient? C'est un mouvement, je pense que ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement d'un certain nombre. Est-ce qu'ils ne le voient pas de cet œil-là aussi, que c'est un mouvement qui finalement s'achemine vers la création, disons la dissolution du PDG et la création d'un nouveau parti politique? Mais je crois que les gens sont libres de créer un nouveau parti politique sans dissoudre le PDG. Et puis, le président peut décider de créer son parti comme Faria Dema l'a fait, donc moi je ne vois pas en quoi c'est un problème. Donc, dans l'évolution, actuellement, je vois en France, Sarkozy vient de... Il y a eu une mutation là, c'est maintenant les Républicains au lieu de l'UMP. Bon, enfin, je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas exactement l'agenda politique de la majorité. Peut-être aussi que ceux qui ont créé ce mouvement pensent que le PDG est devenu vraiment une locomotive fatiguée qui ne peut plus amener le Gabon plus loin. Peut-être qu'ils veulent mettre du sang neuf, peut-être qu'il y a tellement de pesanteurs à l'intérieur du PDG, peut-être qu'ils n'arrivent pas à contrôler cet appareil. Donc il y a un certain nombre de questionnements. Mais je crois que les uns et les autres, la loi leur permet de créer un parti s'il veut le créer. Et que, bon, si le président veut peut-être avoir son parti politique parce qu'il n'est pas fondateur du PDG. Alors, mais vous, quelle est la lecture que vous faites de cette création du Mogabo? Est-ce que c'est une scission qui ne dit pas son nom? Est-ce que c'est une sorte de rejet de l'autre, enfin, de ceux qui aujourd'hui sont considérés comme les plus anciens du parti et qui n'ont plus rien à prouver, comme vous l'avez dit? Non, je pense que le Mogabo n'a pas encore dit quelque chose allant dans ce sens. Peut-être c'est un mouvement pour soutenir la candidature du président à la prochaine élection. On l'a vu plusieurs fois, des associations naître. Mais est-ce que vous soupçonnez un malaise au sein de cette majorité présidentielle? Parce que même dans ce Mogabo, qui n'est
qu'un mouvement des amis d'Ali Bongo Ondimba. On n'a pas beaucoup vu les membres de partis satellites, la majorité présidentielle. C'est quand même, il y a quand même un malaise. Moi, je ne sais pas, vous les journalistes, vous aimez créer des problèmes. Moi, je pense qu'il y a des gens, des Gabonais libres, qui ont décidé de créer un mouvement de façon libre, qui ont des idéaux de façon libre, qui veulent faire ce qu'ils veulent, à condition qu'ils respectent les lois et règlements du pays. D'autres personnes peuvent créer aussi un autre mouvement. Moi, c'est la pluralité que nous voulons. Et c'est la vitalité d'une démocratie. Ici, au Gabon, les gens veulent toujours tout contrôler, savoir ce que l'autre... Dès que quelqu'un fait quelque chose, on va interpréter, mais la loi le leur permet. Donc, si certains amis d'Ali Bongo ont décidé de créer un mouvement, moi, je trouve qu'ils veulent peut-être nous dire quelque chose, ils veulent peut-être faire quelque chose, ils ont sûrement des objectifs. Moi, je ne vois pas en quoi ça embêter les autres Gabonais. J'aurais aimé avoir un membre de la majorité républicaine sociale pour l'émergence en face de moi pour qu'il m'explique un tout petit peu ce qui se passe au sein du Parti démocratique gabonais, parce que c'est quand même assez clair pour l'opinion. Mais moi, je pense que ceux qui ont pris le Mogabo, ils n'ont pas démissionné du PDG. Non, ils n'ont pas démissionné du PDG. C'est là que se situe l'énigme. Non, mais c'est pas pour le moment, je ne sais pas. Mais je crois que le Mogabo n'est pas un parti politique, je ne le défends pas. Mais on peut avoir une association, être membre d'une association, d'un mouvement et être un bon militant. Le Mogabo, mouvement des Gabonais pour Ali Bongo Ondimba, mouvement qui a été créé il y a quelques semaines et qui fait le tour du Gabon pour sans doute déjà préparer le terrain à Ali Bongo Ondimba, qui pourrait être candidat à la présidentielle de 2016, c'est-à-dire candidat à sa propre succession. Dans tous les cas, nous reviendrons sur cette actualité si jamais un membre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence accepter de venir discuter avec moi. Comment voyez-vous aujourd'hui, Dieudonné Milama, l'opposition gabonaise avec toutes ces scissions? Là-bas aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, ces scissions, ces disparitions de leaders et ces appétits égoïstes qui naissent un peu partout. Comment voyez-vous l'opposition gabonaise aujourd'hui? Bon, moi je regrette bien l'opposition gabonaise qui a eu le malheur de perdre un homme charismatique. C'est-à-dire... un deuxième, puisque Pierre Mamboundou également... Et ces derniers jours, cette opposition, il y a un homme de choc. Le départ du président Bobam, c'est quelque chose qui a été cruel pour l'opposition gabonaise. Maintenant, je pense qu'il faut digérer cela. Et il faut voir ce que l'opposition va devenir sans lui. C'est ce qui est important aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des scissions? Je ne pense pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler de scission. J'ai juste entendu parler d'un certain nombre de prises de position qui sont critiquées. C'est ça aussi la démocratie. Ou critiquées par les uns, ou applaudie par les autres. Donc pour le moment, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de très très grave dans le niveau de l'opposition gabonaise. Mais lorsque vous regardez effectivement les choses venir au sein de l'opposition gabonaise, pensez-vous que cette opposition ira vraiment en rang serré en 2016? Parce qu'on a déjà vu des gens qui se sont déjà déclarés candidats ou potentiels candidats à 2016. Ce n'est pas un crime d'être candidat, c'est même légitime. Au fait, le Gabon, quand nous regardons le Gabon, ceux qui sont dans l'opposition, ils étaient dans la majorité. Il y en a qui ont travaillé pour avoir une candidature unique. Je crois que c'est ça le problème. Exact. Si l'opposition n'est pas au pouvoir, ce n'est pas faute de ne pas avoir eu un candidat unique. En 1993, ceux qui étaient au PDG et qui sont dans la majorité aujourd'hui disent que Mbaba se organise les élections. Il y avait 13 candidats, je crois. Mais il n'y avait pas de candidat unique. Bon, il y en a qui disent aussi que Mamboundou aurait gagné en 2005. En 2005. Il y avait plusieurs candidats. Il y en a encore qui disent que ceux mêmes qui étaient dans l'opposition, qui étaient dans la majorité, qui étaient dans des institutions très élevées, disent que Mbobama a gagné en 2009.
il y avait combien de candidats? Je crois que c'est un faux débat qui peut détruire l'opposition. On ne doit pas tuer les ambitions des uns et des autres en démocratie. Je crois que le peuple gabonais, je le disais, a coutume de voter entre 2 et 3 personnes. C'est tout. C'est pas parce qu'il y aura 10 candidats que tous les 10 candidats vont avoir des suffrages. Mais les 10 candidats vont permettre d'avoir un débat. Et puis, quels sont les mécanismes pour dire que c'est celui-là est le meilleur candidat? En 2009, moi j'ai suivi en tant qu'observateur. Il y avait dans l'opposition, en fait, contre Ali, parce que je ne pense pas que c'était terme opposition majorité. Il y avait contre Ali Bongo, qui était candidat du PDG, plusieurs autres candidats, dont Zakari Niboto, Casimiro Yimba, ils étaient nombreux. Mais quand vous regardez l'élection, les Gabonais ont voté pour 3 personnes. En réalité, Mbobam, Mamoundou et Ali Bongo. Donc, c'est le peuple qui choisit. Mais au départ, les gens se disaient que le meilleur candidat aurait pu être Oyemba. Les gens le disaient. Exact. Mais imaginez un seul instant qu'on arrive, on allait dire, bon, nous tous les Gabonais qui ne sont pas pour Ali Bongo vont pour Oyemba. Vous aurez eu une déculottée. Et Oyemba dit, je ne pars plus. Vous faites comment? Donc moi je pense que l'histoire du Gabon nous enseigne quand même un certain nombre de choses. Il faudrait qu'on regarde ça de façon très sérieuse. Donc, les autres disent on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Moi je ne pense pas que le principal problème du Gabon se situe au niveau du nombre de candidatures de l'opposition. Le problème est à 2 niveaux. Les conditions d'organisation d'une élection libre, démocratique et transparente. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que l'acceptation des résultats tels que issus des urnes. Voici les 2 problèmes qu'il y a. Donc, maintenant, je pense que les gens perdent beaucoup d'énergie sur quelque chose si on réfléchit sincèrement qui n'en vaut pas la peine. Les Gabonais vont s'aligner derrière 2 candidats ou 3, c'est tout. Le reste accompagnera. Et quand on va démarrer les campagnes, nous avons vu quelque chose qui s'est passé autour de Mbobam. Il y a des candidats qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils se sont ralliés. Donc, écoutez, ne mettons pas trop de temps à parler de quelque chose qui n'en vaut pas vraiment le coup. Fin de cette 3e partie de l'émission. Nous allons repartir dans le vif pour la dernière partie. On se retrouve juste derrière. Monsieur Milama, le Gabon est régulièrement mal noté sur le développement de sa société civile, notamment par l'UICED, c'est-à-dire l'United Agency for International Development. Qu'est-ce que cela justifie? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le Gabon est aussi mal noté dans la gestion de sa société civile? Je crois que la première chose, c'est que notre société civile est très jeune. Sa société civile manque de moyens, de ressources financières et de ressources humaines. Voici pourquoi. Et en plus, l'environnement ne permet pas aujourd'hui à la société civile d'éclore, de grandir. Le plus souvent, vous avez vu tout à l'heure, elle est taxée de politique. Certains disent c'est l'opposition, d'autres disent c'est la majorité. Elle est malmenée. Le Gabon n'a pas encore, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, compris que la société civile était un acteur important avec lequel il faut faire. La société civile est continuellement combattue, soit par l'opposition, soit par la majorité. Regardez la question du Conseil national de la démocratie. En moins de 10 jours, les choses ont changé. L'Union sortait avant la loi définitive. Le Conseil des ministres avait dit, sont membres, on a cité les partis politiques, les confessions religieuses et la société civile. Mais une semaine après, quand le président reçoit les partis politiques,
tout le monde s'est accordé à battre la route de la société civile. Comment vous voulez que cette société civile puisse grandir? Ailleurs, les gens la respectent. Les États comprennent qu'il faut faire avec cette partie de nos citoyens qui ne sont ni dans l'opposition, ni dans la majorité, dans les partis politiques, mais qui apportent un plus à l'évolution de la démocratie, à l'évolution du développement dans le pays. Mais comment amener les uns et les autres à savoir à se rendre compte que la société civile est un maillon fort pour le renforcement de la démocratie dans un pays? Comment amener notamment l'État à comprendre que quand une société civile prend, une organisation de la société civile prend position, ce n'est pas nécessairement parce qu'on veut faire tomber le président de la République, ou quand une société civile prend position, ce n'est pas nécessairement pour torpiller un leader de l'opposition, mais c'est pour amener les uns et les autres à un point d'entente pour le bien-être de la population. Comment arriver à le faire? Nous avons déjà un problème dans notre constitution et dans notre loi électorale. Dans la loi électorale, on reconnaît par exemple, ce qui est politique, on reconnaît l'opposition et la majorité. Il n'y a aucune ouverture pour les autres. Chez les autres, ils ont le centre, leur gauche. Il faut déjà qu'une réflexion profonde soit faite là-dessus. Donc maintenant, ce qui fait que vous m'avez dit là, ici, parce que M. Milama, président de l'Observatoire national de la démocratie, agro-développeur, évaluateur de projets et consultant d'une entreprise depuis longtemps, et qu'il prend des positions, on dit voilà, cette position-là, il a eu à prendre, c'est parce qu'il est consultant. Voilà à quel niveau nous avons dans notre démocratie. On voudrait bien que, quand on est dans la société civile, je sais qu'il y en a qui sont dans la société civile parce que ils n'ont pas grand-chose à proposer d'autre. Mais il faut aussi que des gens qui ont appris, qui ont une expertise, viennent dans la société civile. Parce que c'est aussi le cliché que l'on veut donner à la société civile. Il faudrait qu'il y ait aussi des cadres, vous, les autres, ceux qui ont un certain vécu, ils viennent pour renforcer la société civile en matière de ressources humaines. Mais malheureusement, les premières personnes qui ont débuté la société civile l'ont débuté parfois parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Et donc ils pouvaient ça a été un peu bénéficier compliqué. des faveurs de... Mais je pense que nous sommes en train de bâtir une société civile qui a fait ses preuves, qui a mené des grands combats. Moi, j'ai vu dans le combat de Belinga, d'abord je félicite mes amis qui ont fait ce combat, le combat que nous menons pour la démocratie au Gabon. Je continue à vous dire que c'est nous, la société civile, et c'est l'Observatoire qui a démarré le processus qui évolue doucement pour l'amélioration de notre démocratie. Alors, voilà. Très bien. Il nous reste très peu de temps. L'Observatoire national de la démocratie est de tout temps resté favorable à une conférence nationale sans exclusive. Croyez-vous que les dirigeants actuels soient sur la même longueur d'onde que vous? Non, je ne crois pas. Parce qu'on aurait eu cette conférence nationale. Oui, parce que, vous savez, c'est depuis, nous, on a demandé la conférence nationale depuis très longtemps. Et c'est la preuve que l'Observatoire ne plaît pas à tout le monde. Nous avons demandé qu'il y ait une conférence nationale avec la participation de tous les Gabonais. Bon, je pense que le pouvoir n'est pas prêt à ça. Mais nous n'avons jamais reculé sur cela. Donc, nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Est-ce qu'on en parle encore? Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un dialogue au minimum sur la question de la transparence électorale. Parce que nous avons lancé sonner d'alarme le 30 décembre dernier en disant attention, si nous n'arrivons pas dans une bonne élection en 2016, nous risquons gros. Ce qui m'amène à vous laisser poser vous-même donc cette dernière question, vous la découvrez et vous la lisez et vous y répondez. Pensez-vous que dans un cadre réglementaire toiletté tel que l'exige la société et l'opposition, sans dialogue national et inclusif, on peut garantir le déroulement sans anicroche de la présidentielle de 2016? C'est une question très intéressante. Nous, au niveau de l'Observatoire, nous avons appréhendé la situation du Gabon. Et nous avons dit que le blocage du Gabon se fait parce que tout le monde a peur. Le pouvoir a peur de perdre les élections
la majorité aussi a peur de perdre ces élections. Les peurs, nous les avons situées en disant que le président Bongo, quand il est parti, nous a laissé un pays, certes en paix, avec une démocratie qui commençait à fonctionner, mais il nous a laissé beaucoup de problèmes à cause de l'impunité. Vous comprenez? Ce qui fait que tous les acteurs politiques ont réellement peur de leur devenir. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire seulement des faits tournantes. Seulement des faits tournantes. La peur est partie de la majorité à l'opposition. Vous comprenez? Et puis, aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est que si nous sommes de l'opposition et qu'on convoque quelqu'un de l'opposition à la police, ça devient un problème politique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un problème politique. C'est le danger. Quelle que soit la personne qui va gagner les élections de 2016, nous avons aujourd'hui deux camps qui s'opposent de façon frontale. Et je demandais à quelqu'un de me dire qu'est-ce qui différencie les uns aux autres. Pas grand-chose, seulement des positions. Donc il faut arrondir les angles. Donc nous, on pensait que la conférence nationale était importante pour solder le passif. Le toilettage permettait à ceux qui vont gagner de ne pas être dans une posture de régler les comptes à ceux qui perdront, qui vont perdre cette élection. Aujourd'hui, chacun a peur. J'ai discuté avec un homme politique qui me disait, proche de l'opposition, que si Ali gagne, moi, je quitte le Gabon. C'est l'état d'esprit. Mais je crois aussi qu'il y a autour d'Ali aujourd'hui qui pensent que si l'opposition gagne, eux aussi, ils quitteront le Gabon. Mais nous, on pense qu'il y a une possibilité d'une troisième voie dans ce pays. Une troisième voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui ne sont ni qui ne connaissent pas cette impunité et qui peuvent donner la nouvelle espérance au Gabon, cette nouvelle espérance qui puisse faire que ils puissent amener tous les Gabonais vers le développement sans règlement de compte. Parce qu'entre l'opposition et la majorité, ce qui nous apparaît dans l'air, c'est des règlements de compte. Et Le Gabon n'en a pas besoin. Il faudrait donc éviter les règlements de compte. Merci, monsieur Dieudonné Milama Mitogo, président de l'Observatoire national pour la démocratie. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions sur Carnopolitis. Mais avant de vous laisser partir, je vous propose et je vous demande de signer notre livre d'or Carnopolitis, s'il vous plaît. Voilà, je vais très rapidement lire ce que vous avez couché sur cette feuille. Vous allez m'aider. De son implication citoyenne et honnête au développement de notre jeune démocratie. Félicitations. Ok, donc je vais relire ça. Je suis heureux d'avoir pris part à cette émission qui est la preuve de la maturité de votre organe de presse et de son implication citoyenne et honnête au développement de notre jeune démocratie. Félicitations. Signé Dieudonné Milama Mitogo. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, merci à vous d'être resté devant votre écran. Retenez que Carnopolitis, c'est le tout politique, car en fait, si vous y regardez très bien, tout est politique. Bonsoir.